La chirurgie thoracique, c'est l'une des procédures chirurgicales les plus douloureuses. Le taux de morbidité y est important et la douleur post-opératoire y participe largement et elle doit être contrôlée par une technique d'ALR efficace. On sait que le gold standard, c'est l'analgésie péridurale thoracique. Mais l'alternative, c'est le bloc paravertébral. Le bloc paravertébral est une technique qui peut être difficile à réaliser si on ne connaît pas les rapports anatomiques de cette région. Je vais donc essayer de la simplifier et de l'élémentariser. Le bloc paravertébral, il peut être défini en plusieurs points. Le premier point, c'est le concept anatomique. Ce concept anatomique, en fin de compte, c'est l'espace paravertébral. On va considérer l'espace paravertébral comme une figure géométrique en 3 dimensions. Cette figure géométrique, c'est un triangle. On a donc un triangle tridimensionnel dans lequel cheminent les racines nerveuses thoraciques, c'est-à-dire les rameaux dorsaux et les rameaux ventraux des racines spinales. Comme pour tout triangle, il y a une base, un sommet et des côtés de longueur différentes. La base de ce triangle, elle est particulière. Dans sa partie la plus médiale, elle est formée par le ligament costotransverse supérieur qui unit la partie supérieure de la côte sous-jacente au processus transverse sus-jacent. La partie latérale de la base de ce triangle se poursuit par la membrane intercostale interne qui est la continuité de l'aponévrose du muscle intercostal interne. Le côté médial de ce triangle, il est formé par les corps vertébraux. Le côté latéral, lui, il est formé par la plèvre pariétale et le fascia endothoracique. L'ensemble des triangles sur chaque niveau thoracique forme ce triangle tridimensionnel. Une des difficultés de ce bloc réside dans la compréhension de l'architecture de la base de ce triangle tridimensionnel. Cette base, dans sa partie médiale, elle est formée par la sommation de chaque ligament costotransverse supérieur qui se superpose. Chaque ligament costotransverse supérieur a une orientation particulière donnant un aspect de persienne ou de claire-voie ajourée. Cette limite anatomique, elle est importante à connaître car elle devra être franchie lors de la réalisation d'un bloc paravertébral par voie sagittale paramédiane. Ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point. Et le deuxième point, c'est de définir le chemin pour accéder à l'espace paravertébral. Là, on a 2 possibilités. On peut arriver par la base de ce triangle tridimensionnel dans sa partie médiale, et dans ce cas, on doit franchir le ligament costotransverse supérieur. C'est ce qu'on appelle l'abord sagittal paramédian. On peut également arriver par l'angle latéral de ce triangle en franchissant la membrane intercostale interne, et là, c'est ce qu'on appelle l'abord transversal. Dans ces 2 cas, l'échographie nous permettra de guider la ponction jusqu'à l'espace paravertébral et de limiter, de ce fait, les complications inhérentes à ce bloc. Le troisième point, c'est le concept de diffusion. Il va falloir remplir cette figure géométrique tridimensionnelle avec les anesthésiques locaux. On va rechercher une diffusion étendue sur plusieurs niveaux, de façon à avoir au moins 6 à 8 racines thoraciques anesthésiées. Une fois l'extrémité de l'aiguille placée dans l'espace paravertébral, la diffusion céphalocodale se fera aisément. Pour ce faire, on va associer 2 ponctions à 2 niveaux différents, en recherchant un effet volume, puisqu'on va injecter 20 ml par ponction. On aura ainsi un effet synergique et une optimisation de la diffusion. Voilà, j'ai simplifié du mieux possible la technique du bloc paravertébral en mettant en avant 3 points essentiels qui sont le concept anatomique, le chemin pour accéder à l'espace paravertébral et le concept de diffusion. Pour aller plus loin, je vous invite à nous retrouver sur la chaîne YouTube dans l'émission consacrée à l'ALR sur la chirurgie thoracique. Et surtout, n'oubliez pas, faites de l'ALR.